Donc je suis né le 21 janvier 1943, pas tout seul parce que j'étais jumeau. Hein. Nous sommes nés à Billet, à la Haute-Tolleraie, dans un tout petit bled. Et nous étions quand même un petit peu arriérés au niveau éducation, puisque en campagne, on côtoyait presque pratiquement personne. Hein. Les sorties qu'on avait, c'est dans le bourg. Moi, je commençais à venir en ville, j'avais 11 ans. Hein. Donc c'était difficile. Ensuite, je suis parti parce que j'ai voulu être missionnaire des Pères du Saint-Esprit. Et je suis parti dans un séminaire à côté de Cholet, à Molévrier, qui est aujourd'hui un beau restaurant, un bel hôtel, paraît-il. Et j'y ai fait 4 années là-bas. Et après, je suis reparti à Saint-Hilaire, à côté de Saint-Brieuc, pour commencer le grand séminaire. Mais là, j'ai vu qu'il fallait que je change d'orientation. Je n'ai fait qu'un trimestre, parce que j'ai vu que c'était pas mon avenir, et puis que j'étais à côté de la vie des gens et de l'environnement. Ensuite, donc, je ne sais plus à quelle année, je devais avoir 14 ans, 15 ans, 14-15 ans quand j'ai arrêté. Et ma mère n'était pas très contente, puisque elle se voyait déjà la bonne du curé. Et c'est donc j'ai abandonné ça, et puis je suis revenu à Fougères. J'ai poursuivi mes études à Jeanne d'Arc, à l'école Jeanne d'Arc à ce moment-là. Et ensuite, j'ai bricolé un peu à droite et à gauche, mais avant de faire mon service militaire en 62, en juillet 62. J'y suis resté jusqu'en novembre 63. J'ai travaillé dans le génie. On a travaillé à ce moment-là sur Bulle. C'était, comment on appelait ça? C'était pas l'informatique, c'était l'informatique, mais ancien système, sur carte. On appelait ça la mécanographie, sur carte perforée. J'ai appris aussi plein de choses là. Et après, donc, mon service militaire fini, je cherchais du travail. Et j'ai ma belle-mère, Madame Mustière, qui connaissait bien le patron de l'entreprise Bertin, qui lui avait demandé pour que je puisse commencer à travailler. Et c'est en 63, tout début novembre 63, alors que ça faisait quoi, une dizaine de jours que j'étais servi de partie du service militaire, que M. Bertin m'a dit de venir. J'ai commencé comme simple coupeur, pour me mettre un petit peu dans le travail, pour faire connaître un petit peu le travail manuel, ce qui était fait dans l'entreprise. Et j'ai commencé comme coupeur doublure, coupeur doublure, machine, et ensuite j'ai coupé un peu dessus, mais je voyais bien qu'il n'était pas fait pour que je dure là-dedans. Et donc 6 mois après, j'ai été formé je suis parti en stage à Paris pour être chrono-analyseur. Chrono-analyseur, c'est un poste ingrat, puisque c'est ce qui détermine les temps de travail pour les ouvrières. On était fort peu apprécié, mais j'ai jamais eu de gros problèmes dans le sens où je communiquais avec le personnel et j'expliquais pourquoi je faisais ça. Hein. Vos parents, ils faisaient quoi comme Il métier? était agriculteur, une petite ferme de 2 vaches, c'était tout petit, et mon père, il ne pouvait pas vivre à deux sur la ferme, mon père était maçon. Tous les jours, il partait sur Fougères pour travailler dans la maçonnerie. À cette époque, pour vos parents, c'était pas une option que vous repreniez la ferme ou que... C'était pas possible, nous étions 7 enfants. 8 enfants, pas 7, 8. Donc c'était impossible, impossible. Et puis, personne n'était disposé à travailler à la ferme. J'ai vu aucun de mes frères et sœurs intéressés par la ferme. Mais c'était inexploitable. Vous aviez un peu des rêves dans votre tête pour votre avenir? Est-ce qu'il y avait des métiers qui vous faisaient rêver ou... Pas du tout. J'aimais un petit peu la lecture, ce que j'aime pas trop aujourd'hui, puisque je ne lis surtout pas beaucoup de livres, mais je lis beaucoup de journaux. Beaucoup de journaux. Divers. Et puis aussi des hebdomadaires. Mais non, non. Puis on était quand même perdus. Hein. Et moi j'ai commencé à réfléchir et à voir, c'est quand je suis parti. Et là où ça m'a ouvert l'esprit. Donc j'avais 11 ans, exactement 11 ans. Puis je suis rentré en sixième. Et j'ai redoublé ma sixième, puisque j'ai déjà la première année, j'ai vu que j'étais complètement à côté de la plaque. On voyait bien que quand même les gens de ville quand même, ont des privilèges de connaissances et sont ouverts à plus de choses que ceux qui sont enfermés avec peu d'ouverture vers l'extérieur. À cette époque-là, donc quand vous découvrez la ville, Fougères, à quoi ressemblait Fougères?
Quelle était la vie dans les rues Oh bah, c'était une ville industrielle et surtout ouvrière, puisque c'était la chaussure qui primait. Ça représentait à peu près 60% de la main-d'œuvre fougeresse à ce moment-là. C'était des gens déambulaient dans les rues pour aller au travail, pour sortir du travail, au son des sirènes. Vous vous souvenez de ça? Oui, très bien, très très bien. Oui. Et en plus de ça, j'avais un frère et deux sœurs qui travaillaient dans la chaussure. Puis on avait l'ambiance, même de l'extérieur, puisque les sirènes nous disaient l'entrée dans les entreprises et les sorties dans les entreprises. Donc on n'y avait même plus besoin de montre, ça nous guidait. Vous souvenez de votre premier jour de boulot chez Bertin? Chez Bertin, pas trop. Je me rappelle que j'étais un petit peu dépassé parce que je n'y connaissais rien. Je n'étais jamais rentré dans une entreprise, ou pratiquement jamais. Et j'étais surpris de voir plein de monde comme ça qui vous regarde, qui sont en train de peut-être, pas de vous épier quand même, mais de voir un peu les tenants et aboutissants du personnage. Mais non, rien. Et puis je ne suis pas resté. Par contre, il y avait une belle ambiance après. Quand tu es rentré dans les groupes, c'était une très bonne ambiance. Hein. Très bonne ambiance. Il y avait dans cette entreprise, il y avait des hommes et des femmes qui travaillaient. Les choses étaient mélangées ou il y avait un secteur Non, c'est dans la chaussure, c'est bien partagé. Vous avez le travaux des hommes qui sont la coupe, le montage, et le travail des femmes qui sont la préparation de la chaussure, la piqûre, et puis la mise en boîte, la finition, le magasin. Puis il y avait... les femmes représentaient quand même à peu près 60% du personnel, hein, 60 à 70% même. Et comment vous avez été reçu comme novice en fait dans ce monde-là? Ben, on m'a observé pendant 8-10 jours et puis après je suis rentré dans le moule. Hein. Je crois que ça s'est bien passé. Comme j'étais pas un homme à faire un peu de bruit, j'étais plutôt en retrait, j'ai été très bien accepté. Là où j'étais un peu moins bien accepté, c'est quand ils ont vu que je montais de grade rapidement. Ça les étonnait de me voir déjà coupeur dessus, coupeur de doublure. Et puis après, ils voyaient partir. Je suis resté à peu près 6 mois en apprentissage. Quand pour former une personne dans un métier comme coupeur, il faut au moins 3 ans. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, moi qui viens de l'extérieur, ce métier de coupeur, en quoi il consistait? Eh bien, le métier de coupeur, ça se fait soit à la main, soit à la machine. Donc, quand ça se fait à la main, c'est avec un gabarit bordé de laiton auquel on coupe les morceaux, les composantes de la chaussure. Et aussi, ça existe. Après, plus tard, il y a eu les machines presse qui se faisaient. On faisait le même travail, mais avec un emporte-pièce. Normalement, le cheminement, c'est coupeur doublure, main, coupeur doublure, machine, coupeur dessus, main, coupeur dessus, machine. Et moi, j'ai fait toutes ces étapes-là en moins de 6 mois pour me familiariser au produit, à ce qu'est la chaussure, parce que je n'y connaissais strictement rien. Hein. Je ne connaissais rien de la chaussure. En rentrant dans cette entreprise chez Bertin, comment vous vous projetiez par rapport à votre avenir? Pour vous, c'était la possibilité d'envisager une carrière? C'est après, quand j'ai vu l'intéressement, l'intérêt que me prodiguait le chef d'entreprise, M. Jean-Claude Bertin, j'ai vu qu'il voyait que j'avais des capacités et qu'il était prêt à me former, à m'envoyer à droite et à gauche pour voir un peu tout ce qui se passait à l'extérieur. Hein. Pendant toute ma vie d'entreprise, j'ai fait une 40aine de stages. Je suis aussi bien allé à Limoges dans des entreprises, même dans d'autres entreprises qui n'étaient pas de la chaussure. Quand vous êtes entré dans l'entreprise, le poste de chrono-analyseur existait déjà? Ah oui, ça existait déjà. C'est le bedeau, c'est vient un peu de comment il s'appelait celui-là qui est allé aux États-Unis prendre le taylorisme, ce qu'on appelait le taylorisme. Et il y a des chefs d'entreprise qui avaient été voir, faire
un voyage aux États-Unis, puis ils avaient ramené ça, le temps. Les gens ne sont pas faits pour penser, les gens ils sont faits pour travailler. Voilà le principe. Donc on établissait des temps pour faire en sorte que ce soit le plus productif possible, au détriment souvent de la fatigue musculaire des gens, puisque c'était toujours les mêmes mouvements qui étaient faits, qui étaient pratiqués. Alors, très concrètement, en quoi consistait ce travail-là? Le chronoanalyseur, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il avait un chronomètre, comme un chronomètre de course, mais chronomètre pour déterminer les temps. Il était sur le dos des salariés, des ouvriers et ouvrières, et d'après le temps il faisait une analyse sur le temps qui était passé réellement, avec des méthodes bien spécifiques du taylorisme, justement. Et on détermine des temps de fabrication qu'on attribuait pour faire tel ou tel travail, pour tel ou tel, pour combien de temps, pour un temps bien défini. Et c'est ce qui permettait aussi d'établir le prix de revient. Donc, en quelque sorte, une fois le temps d'exécution d'une tâche mesuré, l'ouvrier ou l'ouvrière se voyait fixer des objectifs. Tout à fait, voilà. Et ça se déterminait le temps et l'activité qu'il devait avoir en moyenne sur une journée. Et alors j'imagine évidemment que tout le monde ne travaille pas à la même cadence ou à la même vitesse. Ben, le problème, oui, c'est justement, tout le monde a des capacités plus ou moins bonnes, plus ou moins fortes. Et c'est vrai que ça pénalisait certainement certains. On faisait généralement une moyenne de tout ça, mais même en étant assez juste, on pouvait pas. Il y avait des gens qui étaient pénalisés. Alors on essayait d'adapter le poste de travail ou l'activité à la personne, mais c'était pas toujours facile et toujours possible. Mais c'est vrai que c'était mal perçu. Il faut reconnaître que c'était mal perçu. Et moi, j'ai toujours dit que quand j'ai exercé ça, même, je me suis fait la réflexion j'ai eu des réflexions des gens qui me disaient pourquoi mettez-vous à ma place. J'ai dit inversement. Moi, je vous dis de me mettre à la place, chacun son métier. J'ai dit. Mais je l'expliquais, généralement, je l'expliquais. Mais c'est pas d'avoir des temps déterminés ou de déterminer son activité du matin au soir, c'est pas une solution non plus. Hein. Je n'ai jamais été pour trop. Enfin, c'est le moyen de vivre du moment et d'attribuer pour déterminer du prix. Au fil de votre carrière, est-ce que vous avez vu... alors, en quoi, en fait, les techniques de production ont évolué ou comment elles ont évolué? Et est-ce que vous avez assisté à une accélération du rythme de production, du rythme de travail? Ben, le rythme de production venait surtout par le machinisme, soit par les machines à piquer qui étaient plus modernes, par les machines à monter qui étaient plus... C'est la technicité qui a évolué plus que les gens. Hein. Mais les gens suivaient. Mais oui, ils suivaient le matériel. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était quoi le rapport entre dans le rythme de production, entre les premiers jours où vous êtes arrivé dans l'entreprise et puis la fin de votre carrière? C'était vraiment... ça se notait réellement Non, parce que moi, je ne faisais pas... J'avais établi des temps. Et une fois que ça avait été établi, je ne revenais plus sur les gens. À moins qu'une personne réclamait, disait que c'était pas bien, les valeurs n'étaient pas suffisantes. Alors là, je revenais sur le taille, je refaisais des chronométrages pour déterminer, pour voir s'il n'y avait pas une erreur, un oubli ou quelque chose comme ça, ou une modification. Hein, et on adaptait. Et il m'est arrivé de modifier des temps. Alors ça, vous avez fait ce travail-là je l'ai fait à peu près au moins pendant 10 ans, au moins, oui. Oui. Et ensuite, c'est ajouté donc les nouvelles fonctions d'agent des méthodes qui permettaient, avec ces temps de justement d'établir des chaînes de montage ou des temps de fabrication ou des cheminements de chaînes de montage ou de piquage. Pour chaque opération, ça me permettait de déterminer les charges. Et ça, c'était fonction aussi des modèles qui étaient... Tout à fait. Alors, il y avait des opérations qui étaient similaires d'une paire de chaussures à une autre. Par exemple, d'assembler en arrière, c'est toujours assembler en arrière. Mais par contre, il y avait des piquages différents du nez du derby ou autre. Il y avait plein d'opérations tout à fait différentes. Et dans le montage, c'est pareil. Ça dépend de si c'est des modèles à ladière ou si c'est des claques entières. Hein. C'était très diversifié. Hein.
Et le produit lui-même, le matériau lui-même était changé. Et quand il y avait que du cuir, mais quand c'était du chevreau, c'était beaucoup plus souple, c'est beaucoup plus tendre que du veau, par exemple. Donc on travaillait différemment. Mais avec les mêmes machines. Hein. Donc vous passez de chrono-analyseur au bureau des méthodes. Tout seul, j'ai toujours été tout seul à ce moment-là. Hein. J'ai ajouté à chrono-analyseur déjà une étape de ma vie, parce que après venait la méthode. Ce que j'avais fait avant permettait d'établir des temps et des charges de travail. Et aussi des chaînes, de préparer des chaînes de fabrication, en tenant compte justement de l'évolution et des charges de chaque poste. Vous avez senti un peu le poids le poids de la concurrence, le poids économique, je dirais. J'ai surtout ressenti le poids de la main-d'œuvre, parce que c'est une industrie de main-d'œuvre. Et à ce moment-là, il serait envieux les chefs d'entreprise aujourd'hui, parce que quand on voit les charges sociales, tout était calculé sur la masse salariale distribuée. Donc, telles que les charges sociales pour la maladie, pour le chômage, pour tout ça. Donc, les entreprises de main-d'œuvre étaient pénalisées par rapport à l'industrie comme la pharmacie où le prix de revient dans une chaussure, c'était 60%. Dans la pharmacie, ça représente quoi? 5 à 10%. Alors, donc, le coût, l'évolution. Et c'est pourquoi ce travail-là est parti vers des pays à main-d'œuvre à coût réduit. Et c'est là qu'on a vu faire arriver l'Italie, et puis après la Russie, après les pays d'Afrique, et après la Chine, et tout ça. Mais ça, c'était prévisible, parce que toutes les années, mais quelles que soient les industries de main-d'œuvre, à Fougères, il n'y avait pas que la chaussure, il y avait le textile, c'est du pareil au même. On a vu ça disparaître parce que c'était des industries de main-d'œuvre. Et ça a été fait après par des pays pauvres, malheureusement. Un exemple, on a fait venir une paire de chaussures, mais ça monte, ça fait quoi? C'était en 70-80. On a fait venir une paire de chaussures qu'on avait la même chez nous et qui avait été copiée en Chine. Nous, il a sortait de Chine le prix qu'on la vendait, il la sortait plutôt en Chine le prix dans les magasins, le prix qu'on la sortait chez nous à fabrication. Alors donc, c'était plus possible. Avec des matériaux moins nobles, c'est vrai, mais les gens regardaient les prix. Hein. Et la sensibilisation de l'extérieur, non, moi je l'ai ressenti surtout par tous ces environnements. On voyait bien que la main-d'œuvre évoluait, que les entreprises, pas seulement de la chaussure ou du textile, mais toutes les industries de main-d'œuvre périclitaient au fur et à mesure les unes des autres, parce que tout ça, c'est la main-d'œuvre qui coûte de l'argent, et donc elle était envoyée vers des pays à moindre coût. Le personnel en fait de l'établissement, les effectifs étaient stables ou vous avez assisté vous à une diminution progressive? J'ai assisté à une diminution progressive puisque j'étais malheureusement pendant ma vie confronté à 3 licenciements quand il a fallu établir. Je vais vous dire que contrairement à ce qu'on pense, nous restons des êtres humains même si nous travaillions dans certaines fonctions qui ne sont pas toujours simples et aimé par les autres salariés, vous voyez. Mais moi, le plus dur de ma vie, ça a été quand il fallait faire des licenciements. C'est la part humaine, quand il fallait faire des choix pour ceci ou cela, même si on avait des choix déjà préétablis en tenant compte des familles, du nombre de familles, du milieu familial et autres. C'est ignoble d'être obligé de faire ça. C'est le plus dur à faire. Donc ça c'est des situations auxquelles vous avez été confrontés à partir du moment où vous avez eu la charge de directeur du personnel. C'est tout à fait. Exactement, c'était lié à ma fonction. Hein. Et puis, même si on informait le personnel, parce que moi, on faisait dans les réunions de communes d'entreprise et délégués du personnel, ou de CHCT, à ce moment-là, s'il y avait trois groupes différents dans les entreprises, on informait tous les mois le personnel dans ce cadre-là, des délégués du personnel ou comme une entreprise. Ils voyaient bien l'évolution, on leur tenait au courant. Et quand il y avait des licenciements prévus, on leur disait aussi. Et on a essayé de l'expliquer le mieux possible, mais c'est pas toujours. Les gens sont pas réceptifs, c'est normal, ça c'est humain. Quand on leur dit qu'on va les mettre dehors, non, c'est pas.
Et on tenait compte quelquefois, parce qu'il y a eu des erreurs de fait quelquefois, trop précipités, où les licenciements ont été trop prompts, où les temps n'ont pas eu le temps de réagir, ils ont souffert physiquement et moralement. Je reviens un petit peu en arrière. Du coup, comment vous êtes passé du bureau des méthodes à la direction du personnel? Comment ça s'est passé? C'est parce qu'il y avait un besoin de gestion du personnel. Et c'était fait par chaque chef de service avant. Mais chaque chef de service travaillait pour lui. Et alors que moi, j'ai restructuré tout ça pour faire un bel ensemble de vision du personnel en général. C'est pour ça qu'on a tout structuré. Et c'est là aussi j'avais fait un stage à Paris pour me former pour la fonction de directeur du personnel, qu'on appelle aujourd'hui relations humaines. À cette époque-là, donc, il y avait combien de personnes chez... Alors au plus haut, c'est une belle période, 270 salariés. C'était une belle entreprise. Spécialisée dans la chaussure pied sensible, ce qu'on appelle les chaussures confort. Avec le concurrent en face qui était Barbier de chaussures Asley. Vous connaissiez pratiquement chaque salarié de l'entreprise? Je connais non seulement chaque salarié, mais chaque poste de travail. Et je connaissais presque même les composants des familles, le nombre de personnes qu'il y avait, les enfants et tout. Et là même le niveau. Parce que là aussi, j'avais un rôle social, donc le personnel, quand il venait se confier à moi aussi, quand il y avait quelques problèmes, pour voir si on pouvait pas agir. Comme l'attribution, par exemple, d'appartements ou de logements, par la chambre de commerce. Pour le 1% logement, ils venaient me voir. Et puis on les informait de toutes les ouvertures. Donc ça permettait quand même d'avoir, en ayant un poste de relation de directeur du personnel, de mieux gérer tout l'ensemble du personnel et tout ce qui gravite autour du personnel. Vous parliez des différents postes de travail. C'était des postes avec des spécificités évidemment différentes. Il y avait des postes vraiment pénibles au niveau de la pénibilité du travail? Tout à fait, tout à fait. C'est là qu'on a vu l'évolution du matériel quand même qui a fait du bien, mais c'est vrai qu'il y avait des postes... je me rappelle de ma belle-mère qui faisait du ponçage de semelles du matin au soir. Ils étaient toutes les personnes, c'était des femmes là. C'était très difficile. Hein. Et ils en ont souffert toute la vie, ils en souffrent encore aujourd'hui. Non, il y avait mais même pour les hommes aussi, il y avait... Mais heureusement, ça s'est amélioré après. Mais la pénibilité, elle était liée au... Un peu la forme taylorisme qui faisait la répétition des gestes. Donc, à force de faire toujours les mêmes gestes, c'est toujours les mêmes muscles qui travaillent, donc il y a une déformation à la fin. Est-ce que vous avez vu des gens... Parce que vous avez eu la chance de pouvoir évoluer de manière considérable dans cette entreprise. Et puis, il y a des gens qui sont restés, je dirais, pratiquement Enfin, je ne sais pas comment ça se passait, mais sans doute, des gens sont restés pratiquement à la même place qu'ils avaient occupée en entrant, sans évolution. C'est vrai, mais on essayait quand même Moi, j'ai vu des jeunes rentrer comme en piqûre. À un moment, j'avais beaucoup recruté. Et des jeunes qui ont commencé leur apprentissage de piqûre ou de montage et qui sont arrivés en haut quand même. Il y a plusieurs niveaux à l'intérieur de chaque service. Mais comme c'était quand même, nous étions 270 personnes, il y avait quand même une certaine élasticité, donc il fallait, même ou les remplacements pour les maladies, comme ça, il fallait bien former le personnel pour qu'il y ait une certaine polyvalence. Et moi, j'étais pour la polyvalence. J'ai toujours été pour la polyvalence, pour enrichir d'abord les capacités de l'entreprise, mais aussi pour le bien de la personne, pour éviter justement ce taylorisme qui faisait la répétitivité des gestes dont souffraient trop de gens. Mais c'était pas toujours possible, on l'a pas toujours bien fait, je pense. Hein. Notre chef d'entreprise, qui était un super chef d'entreprise, qui a super bien travaillé, qui était en avance sur son époque aussi, qui voyait bien tout l'avenir, il faisait pas de la prospective. Et malheureusement, il lui a été adjoint des membres de la famille, de sa famille. Ils étaient deux frères au départ. Ils étaient Maurice Bertin et Francis Bertin. Et après, c'est Jean-Claude Bertin, le fils de M. Maurice Bertin, qui a pris la succession, qui a géré ça, avec son frère Jacques, qui était modéliste, lui, qui s'occupait de tous les patronages de la création. Et après, lui ont été attribués des cousins
qui n'étaient pas du tout dans le milieu, c'était pourtant des hauts cerveaux, mais il y avait des ingénieurs, c'était tous des ingénieurs, dont un des mines, mais qui n'étaient pas faits. Et moi, j'ai bien vu, ils se permettaient de faire des choses qui étaient complètement à côté de la pompe. Et qui a nui à la direction de l'entreprise, puisqu'il y avait... Et M. Jean-Claude Bertin, lui, ne pouvait pas non plus... il était pas maître de tout. Hein. Vous savez, quand c'est une affaire familiale, on est obligé de tenir compte de tout l'environnement. Hein. Comment ça s'est fini, alors, l'aventure Bertin? Eh bien, nous avions essayé avec un autre membre des cadres de l'entreprise, Alain Guigan, nous avions essayé de préparer un dossier de reprise avec des gens extérieurs. On pensait pouvoir l'amener à bien, mais ça s'est mal tourné parce que je crois qu'il y a des problèmes financiers, économiques après. Puis il y a plein de choses qui se sont greffées au niveau de la fédération, sûrement, hein, qu'on ne sait pas. C'est bien qu'on a échoué. Mais c'est une belle, même si c'est un échec à la fin, moi, ça m'a encore appris autre chose de mener une reprise. Mais alors pourquoi cette reprise était nécessaire? Qu'est-ce qui avait provoqué en fait Ben c'est parce qu'on était en dépôt de bilan. Donc le dépôt de bilan, il fallait avoir une reprise. Il fallait avoir des investisseurs. Et on avait eu des investisseurs à un moment, mais c'est là où j'ai compris quand même qu'il y a eu la chambre patronale, la CCI, et bien d'autres dont je ne connais pas, mais dont je me doute, qui ont agi pour qu'on n'ait pas la reprise. La preuve, c'est que ça aurait été repris par J.B. Martin, et on savait que J.B. Martin avait déjà racheté, comment il s'appelle, Duriot, avait déjà racheté J.B. Martin, donc c'est au niveau de la fédération de la chaussure à Paris que c'est venu. Mais c'est pas plus mal. Hein. Vous êtes, à titre individuel, vous vous êtes retrouvé dans quelle situation? Au chômage. Au chômage, et c'est là où justement dans ma tête, j'ai dit, de toute façon, je vais faire autre chose, il faut bien, comme ça. Et comme je connaissais quelqu'un qui travaillait dans l'assurance, j'ai dit, pourquoi pas, voir, essayer, former. Encore formation, toujours de la formation. Et c'est là où j'ai fait un bilan de compétences pendant 15 jours, par un organisme qui s'occupe des cadres à Rennes. Et c'est comme ça qu'on a fait une analyse entre mes connaissances et la nouvelle fonction que je voulais établir, les manques pour savoir ce qu'il fallait que j'apprenne. Mais c'était très bien aussi, là aussi, ça m'a permis encore d'apprendre, de m'ouvrir l'esprit. Alors, c'est une question un peu, mais comment ça se passe, un chef du personnel, comment il apprend son licenciement? Comment vous avez appris ça? Je l'ai vécu, je l'ai pas appris, parce que je l'ai vécu pendant toute la vie. Je voyais bien l'évolution de l'entreprise et je savais bien à quel moment on allait arrêter. La preuve, c'est que j'ai travaillé aussi sur le dossier de reprise. Donc je connaissais tous les tenants et aboutissants de l'entreprise. Je connaissais et le personnel et l'intérieur de l'entreprise et les personnes et la direction qui étaient en entreprise et les capacités même de l'encadrement. Donc non, je n'ai jamais été ignare. Dès le début, ça faisait déjà plusieurs années que je prévoyais la mort. Hein. Parce que justement, et puis aussi, je pense que l'industrie de la chaussure a été vieillissante et n'a peut-être pas su aussi anticiper des nouveaux matériels comme la création assistée par ordinateur, toutes ces choses-là, des outils. Mais ils préféraient travailler tout seul. Chacun voulait travailler indépendamment. Comme je dis, ils préféraient mourir tout seul que de vivre ensemble. Donc, alors qu'il y avait des outils à ce moment-là qui commençaient à sortir. Et donc, ils auraient pu créer un GIE ou quelque chose comme ça, où ils auraient mis des forces en commune, et puis se les répartir après, pour un moindre coût, parce que aussi, c'était des financements importants. Hein. Il y a une partie du personnel de Bertin qui, donc, après la liquidation judiciaire prononcée, a été réembauché. Tout à fait, oui. Mais déjà, oui, parce que l'un des responsables commerciaux et le directeur, normalement technique de l'entreprise, ils ont travaillé sur le personnel, parce que moi j'avais déjà préparé du travail, donc ils connaissaient, et puis comme je travaillais avec ces gens-là déjà, donc ils connaissaient, ils se sont servis de mes travaux pour sélectionner le personnel qu'ils avaient besoin là-bas. Et puis ils s'étaient embauchés
Et ces 2 personnes ont été embauchées aussi chez JB Martin. Ils n'ont duré qu'1 an. Mais je le prédisais, j'ai dit, on les prend pour servir je sais pas foufouillant, comme on appelle ça, quelqu'un pour permettre de faire rentrer le personnel. Puis après, j'ai dit, ils vont connaissant leur capacité, j'ai dit, ça ne durera pas. Et l'année après, après une année faite, ils ont été liquidés. Ça a été ressenti comme une concurrence, hein, parce que je pense pas que d'après ce que j'ai cru savoir par les gens que je côtoyais après, qui sont venus me revoir, ben, il y avait une méfiance réciproque, aussi bien des ouvriers de JB Martin vis-à-vis de Bertin, comme les ouvriers de Bertin vis-à-vis de Martin. Et puis en plus de ça, c'est pas la même façon d'agir, parce que là-bas c'était du chrono pur et simple, là, c'était du taylorisme à outrance. Quand le personnel, quand il est parti chez JB Martin, oui, bah, il y avait pas une rivalité, mais une incompréhension entre les uns et les autres, et puis une grande méfiance surtout. Mais c'est obligé, hein, c'est des gens qui viennent dans un groupe ou qui perturbent le groupe, c'est ressenti comme ça. Hein. Et c'était réciproque, hein, aussi bien vis-à-vis du personnel Bertin vis-à-vis de Martin que Martin vis-à-vis de Bertin. Mais ça, le temps a effacé toutes ces choses-là, comme tout le temps, comme toujours, hein, c'est le temps. C'était aussi révélateur peut-être d'un certain esprit finalement d'entreprise, c'est-à-dire chaque personnel était quand même attaché à son établissement. Enfin, Il était très fier mais je crois que c'est encore vrai aujourd'hui. Hein. Quand on se sent bien dans une entreprise, on en est fier. On aime bien le porter fièrement. Et il peut aussi y avoir des jalousies. J'ai eu des exemples, par exemple, quand il y a eu Réau qui ont installé la participation, un type d'intéressement à l'évolution de l'entreprise, et donc ils bénéficiaient de primes en plus de leur salaire. Ça a créé une grande jalousie dans les autres entreprises vis-à-vis de Réau. Et ils étaient fiers. Et tout le monde, à un moment, il y a beaucoup qui voulaient aller travailler chez Réau parce qu'ils avaient des primes supplémentaires. Et inversement, il y en a qui étaient, surtout, il y a pratiquement tous les salariés des autres entreprises étaient jaloux, surtout. J'étais jaloux. Et ça se ressentait, moi j'ai eu la réflexion plusieurs fois, mais c'était tellement nouveau, tellement nouveau. On va dire plus dans le quotidien, dans les fréquentations que les gens pouvaient avoir dans Fougères, je sais pas, dans les magasins, dans les bars, il y avait cette méfiance aussi un peu de... Un peu, oui, ça restait même en dehors de l'entreprise. Mais c'était moins féroce que là, par exemple, quand il y a eu la participation chez Réau. Alors là, on disait n'importe quoi à ce moment-là. On disait n'importe quoi. Non seulement on était jaloux, mais on arrivait à être méchant. Alors que pour moi, j'ai toujours dit que c'était l'avenir, justement. C'est l'intéressement comme ça, c'est faire vivre, justement, et puis mieux connaître un peu les fondements d'une entreprise et comment vivait une entreprise, d'être partie prenante. La fin de Bertin, en fait, à un moment, bon, il y a eu le problème du personnel, mais après, il y a tout le matériel. Qu'est-ce que dans une entreprise comme ça, qui était quand même une entreprise conséquente, que devient le matériel, les machines Eh bien, il devient propriété de l'acquéreur, déjà. Et justement, c'est là où ça nous a fait beaucoup mal. C'est que cet entrepreneur, mais ça doit se passer dans toute entreprise, quand il y a une reprise, ça a été soit mis à la benne, beaucoup de matériel qui ont été mis à la benne. Ils n'ont même pas été conservés, c'est dommage, pour l'avenir, pour les connaissances futures, et pour faire voir aux gens plus tard ce qu'était l'entreprise. C'est dommage, parce que des entreprises, aussi des machines qui ont été vendues ou presque données dans les pays pauvres, tels que la Tunisie, l'Algérie, comme ça, pour fabriquer aussi. Ils sont allés dans les pays où la main-d'œuvre était moins chère. Mais c'est vrai qu'il y a eu du gaspillage là aussi. Mais il y avait aussi du matériel qui était, dans les entreprises de chaussures, il y avait beaucoup de matériel qui était en location avec l'unité, c'est une entreprise spécialisée dans tout ce qui est outillage de la chaussure.
du point de vue social, le moment en fait de la mise en liquidation de l'entreprise, à ce moment-là, il y a eu des conflits sociaux et quelle a été la réaction du personnel de l'établissement? Ça a été, il y a eu des conflits sociaux, comme tout, comme toujours. On ne veut pas voir mourir son entreprise, hein. C'était ce qui permet de vivre, ce qui permet d'avoir un peu d'argent, d'acheter sa maison, de s'occuper de ses enfants. Et comme c'était en plus de ça à Fougères, les principales industries, hein, à Fougères, ça a été lourdement. Mais je trouve que les gens sont restés. Il y a eu de la casse, mais sans plus, ça n'a pas été. Tout n'a pas été néfaste, hein, et tout n'a pas été noir non plus. Le personnel, genre, il y a toujours des excessifs, mais non. Moi, je dis que ça a été mené presque pas normalement, mais presque quand même. Ça n'a pas été du branle-bas de partout, hein. Est-ce qu'il y a des, comme on dit, est-ce qu'il y a des gens qui sont restés sur le carreau, en fait, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas retrouvé de boulot? Oui, oui, il y en a, mais puis il y en a qui sont partis. C'est là où justement la ville de Fougères a perdu beaucoup de personnes, de population, puisqu'il y a beaucoup de gens qui se sont expatriés vers des entreprises des alentours, telles que Ernée et d'autres. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont parties à l'extérieur, de personnel de l'entreprise qui sont partis à l'extérieur. On a perdu beaucoup de la population puisque l'entreprise, c'est incroyable, la ville de Fougères avait en population la même population que Cholet à ce moment-là, entre 20 et 24 000 habitants. Plus près de 24 que de 20. Et Cholet, ils ont grandi, ils sont passés à 40 000 en peu de temps, quand Fougères est descendu à 20 000. Et même 19 000. Donc, c'est incroyable l'évolution, mais là-bas, à Cholet, il y a beaucoup d'entreprises telles que Michelin qui sont installées, plein de nouvelles technologies. Et là aussi, pourtant, c'était une entreprise, et c'est une ville de chaussures, hein. C'est une ville de chaussures et de textiles comme Fougères, puisque c'était les mouchoirs et la chaussure. Et à Fougères, c'était tous les imperméables, la lingerie et la chaussure. Alors, j'ai plus les dates, mais Bertin a fermé En mai 87. D'accord. Donc déjà, avant cette fermeture, il y avait eu... Morel et Gâté. Il y a eu Morel et Gâté. Il y a plusieurs petites entreprises. Il y avait Massé. Il y avait plein de petites entreprises qui avaient déjà disparu. Après, c'est Réau qui a disparu. Et après, Martin. Mais Martin continue à commercialiser, par contre. Commercialise, c'est-à-dire qu'ils ne fabriquent plus, mais qu'ils commercialisent. Ils font un peu ce que fait en plus petit, ce que fait en beaucoup plus grand Royer. Parce que Royer, c'était les parents, c'était des cordonniers, des petits, c'est les enfants qui ont fait grandir l'entreprise. Mais au niveau commerce, ils ont fait que du commerce. Où ils achetaient des entreprises pour finir, tels que je viens d'apprendre justement qu'ils ont fait Chevillon, là ils viennent d'acheter Chevillon. Mais ils se sont spécialisés dans le commerce. Et c'est là aussi où J.B. Martin a aussi, quand il a fermé son entreprise, faire du commerce. La fermeture de Réau, ça a été une histoire quand même longue et compliquée. Pour diverses raisons, pour plusieurs raisons, oui. Puis il y a une copie un peu, parce qu'il y avait eu l'affaire Lip. Et ça a souvent servi d'exemple. Hein. D'abord, je crois que Réau s'est inspiré de Lip, hein, pour tout. Il y a eu beaucoup d'échanges entre Lip et Réau pour ça. Puis ils vendaient les chaussures, Lip vendait les montres. Hein. Et non, le point de départ, c'est Réau qui a fait. Je ne sais plus ce que la question que vous me posiez. Non, mais c'était quand même un conflit sérieux et qui a duré longtemps. Et comment vous avez assisté à ça et vous gardez quel souvenir de ce moment-là? J'ai gardé un souvenir morose et triste de tout ça, mais c'était tellement évident que les industries de main-d'œuvre telles qu'elles étaient pénalisées au niveau des charges, elles ne pouvaient pas vivre, on les condamnait. C'est dommage que ce qui se passe aujourd'hui ne se soit pas fait au moment où il y avait des industries de main-d'œuvre à Fougères, parce que peut-être qu'elles ne seraient pas toutes mortes comme ça. Et c'est bien triste, mais par contre, heureusement qu'il y a eu quand même
une réindustrialisation, puis une diversification dans l'industrialisation. Parce qu'aussi, on était quand même mono-industrie. C'est dangereux, la mono-industrie. Hein. Quand on a tous les œufs dans le même panier, quand le panier tombe, ça casse tout. Hein. Et puis après, il faut repartir sur tout. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu assez de prévoyance, de perspective pour l'avenir. On était trop resté dans des méthodes anciennes avec des produits, malheureusement, qui n'évoluent plus beaucoup. Qu'est-ce que... En fait, de tout ce monde-là, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste à Fougères? Ben, je dirais que le souvenir des ouvriers est toujours morose et triste. Ils ont été souvent, même pendant plusieurs années, sans vouloir en parler. Beaucoup de salariés, d'anciens salariés, ne voulaient pas parler. Ils étaient dénigrés, je crois que c'est un petit peu comme la guerre. Ceux qui sont revenus après à la guerre, ils ne voulaient plus parler de leur mauvais sort. Là, c'est pareil. Et maintenant, ils commencent, il y a quoi, une dizaine d'années maintenant, depuis qu'ils ont fait peut-être un peu Fougères, on est comme ça, qu'on les a sensibilisés à repenser. Parce que tout le monde c'est un échec. C'est un échec. Et ça a été ressenti comme un échec. Surtout des politiques. En quoi en fait, c'est un petit peu comme si la fierté qui pouvait animer les personnels de ces entreprises du jour au lendemain avait été effacée, quoi. Ben, c'est comme je le disais tout à l'heure, tout le monde était très fier de son entreprise. C'était leur famille au niveau ouvrier, au niveau boulot. Et donc c'était une famille, c'était leur autre famille. Et ils étaient tous fiers de ça. Et perdre quelque chose dont on est fier, et puis qu'il n'y avait surtout pas de débouché, pratiquement pas de débouché, c'est quand même, ça rend les gens tristes, hein, et puis moroses, et puis ça ne donne pas envie de croire. Et ils n'arrivent pas à croire à l'avenir après. Ils ne voyaient pas de débouché. Et alors, vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce passé? Est-ce qu'il faut en parler? Est-ce qu'il faut essayer de transmettre une certaine mémoire liée à cette époque-là? Ou est-ce qu'il faut dire, bah, maintenant, c'est du passé, donc on passe à autre chose et en avant, quoi? Je fais partie d'une association, je fais encore, de la Sirène, qui est une association qui s'occupe justement du passé, du présent et de l'avenir, de tout ce qui existe. Moi, je suis pour faire un inventaire et parler de ce qui a existé. Parce qu'on ne s'enrichit, demain ne sera fait que de tout ce qu'on a reçu avant, des fautes qui ont été faites avant, des belles choses qui ont été faites avant, mais tout ne peut pas être négatif. Il faut essayer, puisque tout évolue, il faut aussi prendre, et puis il faut surtout faire savoir aux autres ce qu'a été pour certains, pour une population à un certain moment, ce qu'ils tous ils ont vécu, ce qu'a été leur vie de tous les jours, leur vie familiale, leur vie professionnelle, la vie avec les enfants qui a fait que les industries se sont diversifiées, que les enfants ont pu progresser, qu'il y a eu des écoles qui se sont créées, des spécialisations d'écoles aussi. C'est enrichissant aujourd'hui de voir Fougères avec toutes dépendant de l'université de Rennes pour certaines choses, où on a développé certaines industries de pointe et formations de pointe. Mais il faut surtout parler, il ne faut surtout pas oublier le passé. Le passé aide à faire ce qui sera demain. Aujourd'hui, quand on arrive de l'extérieur, comme moi, et qu'on se balade dans les rues de Fougères, on a un peu du mal à se représenter, à imaginer ce qu'était cette ville au moment où toutes ces entreprises tournaient encore et les gens allaient, venaient. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y avait une identité propre au monde du travail de Fougères? Est-ce que ça allait... Fougères, à ce moment-là de l'entreprise, des entreprises de chaussures, ça bruissait de personnes. Les gens, on les entendait sur les trottoirs, ça parlait, ça échangeait, aussi bien pour aller au travail, pour en revenant du travail. Et puis il y avait plein de monde dans la ville aux heures de pointe.
Et il y avait plus de population aussi. Et puis ça avait les gens de l'extérieur aussi. Parce il y avait de la main-d'œuvre des petits villages autour et des communes autour. Ça roulait à peu près. La main-d'œuvre venait entre 10 et 15 kilomètres de Fougères. Hein. Donc c'était une vie, ça vivait, ça vivait. Mais c'est obligé, il y avait plein de personnes, il y avait plein de personnel qui circulaient à pied. Et puis à ce moment-là, on marchait beaucoup à pied, on faisait tout à pied même. Et est-ce qu'il y avait... ça a créé quelque part, ça a créé il y avait une culture en fait ouvrière. Euh, vous sentez aujourd'hui, vous vous sentez appartenir au monde ouvrier, au monde des cadres, au monde des entrepreneurs? Vous vous sentez faire partie de quel... Moi, je n'ai pas de catégorie. Ayant touché à tout, je fais partie de tout, et encore aujourd'hui. Hein. Et je côtoie aujourd'hui, dans le cadre de la Sirène, des gens, des cadres, des ouvriers, des personnes extérieures, des industries extérieures. Je fréquente de tout. On ne peut pas, toute sa vie, on est des éléments là, qui composent la vie. Et si comme j'ai eu la chance de commencer à zéro et d'être arrivé en haut, j'en suis fier aussi, mais ça permet de faire évoluer et de voir une vision tout à fait différente de la vie et puis de l'avenir de la vie. Vous êtes Madame Despréaux, c'est votre... C'était ma belle-mère, la mère de ma première épouse. D'accord. Et ça vous arrive de vous entretenir avec elle, de elle, ce qu'elle a vécu Je le fais, à l'âge qu'elle a aujourd'hui, c'est plus possible, mais elle a une très grande connaissance. Elle a fait 43 ans dans la même entreprise. C'est impossible, c'est irréalisable aujourd'hui. 43 ans, elle a commencé, je crois que elle avait 12 ans. Elle a fait 43 ans en permanence là-bas. Donc aujourd'hui, c'est pas envisageable. Mais j'échange avec plein de gens de l'extérieur, encore aujourd'hui, même avec des personnes, dans ma famille, parce que j'ai aussi encore dans ma famille des gens qui ont travaillé dans l'entreprise, qui ont travaillé dans la chaussure. Hein. Et vous avez l'impression que c'est une mémoire qui se transmet à l'intérieur des familles Les gens restent fiers, mais ils s'ouvrent plus aujourd'hui. Il s'ouvre plus que, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y a 10 ans, si tout le monde était en France. On commence à s'ouvrir. Je crois qu'on a donné aux gens là une certaine fierté de la ville de Fougères. Puis Fougères évolue quand même. Et il évolue non seulement, c'est l'une des villes au niveau des fleurs et tout ça. Elle a fait de super belles choses au niveau encadre et possibilités étudiantes. Ça évolue aussi. Donc, il y a plein de choses qui font l'avenir. Mais c'est le passé aussi qui fait ce qu'on est aujourd'hui. On a souffert, on a vu ce qu'on a fait, les fautes qu'on a pu faire, on s'en corrige. Et ça demande du temps, tout ça. Et ça fait travailler les cerveaux, ça fait avoir d'autres optiques, d'autres visions. Vous, au sein de votre famille, vous racontez un peu aux plus jeunes, on va dire, votre parcours Oui, je crois que tout le monde chez moi, ils connaissent. Et je suis quelquefois un peu moins, mais j'étais un peu virulent dans le sens où j'ai toujours été fier d'avoir pu commencer à zéro et d'arriver presque en haut de l'échelle pour me dire, faut aussi que je fasse participer aux autres, donner de l'envie aux autres, que c'est pas parce qu'on est né avec peu de capacité ou peu de moyens qu'on ne peut pas réussir dans la vie. Là, je vous dis, on s'enrichit de tout. On s'enrichit des gens, des comportements, de toute l'évolution de la vie, des lectures, de tout. Tout est bon pour s'enrichir. Parce que l'enrichissement n'est pas que de l'argent. On parle toujours de l'argent. Moi, c'est le dernier de mes fruits. Ce qui fait l'argent, c'est pratique pour faire ses courses. Mais c'est pas ça qui mène le monde. Et si ça mène le monde comme aujourd'hui, ça le mène très mal et dans un but. On voit les gens mourir de faim, alors qu'à d'autres, il y en a plein qui ont de fric. C'est quand même invivable. On peut pas comprendre ça. Mais ça, vous croyez que c'est une donnée nouvelle? On est plus sensibilisé à ça aujourd'hui. Non, parce que l'ouvrier a toujours souffert de cette histoire d'argent. Et puis en plus de ça, comme le monde aujourd'hui, et même hier, c'est l'argent. Si tu n'avais pas d'argent, tu ne pouvais rien faire. Tu pouvais acheter ta maison, tu ne pouvais pas payer les études des enfants, tu pouvais rien faire. C'est l'ABC de la vie. Mais il ne faut pas que ce soit l'essentiel. Je dis, moi, toujours, c'est pratique pour faire ses courses.
Est-ce il y a eu, enfin, l'espace de l'entreprise, c'était aussi un espace de rencontre? C'était surtout un espace de vie en commun, hein, la collectivité. C'est là où, quand on voyait, par exemple, on fêtait, quand il y avait le départ des vacances, il y avait tous les bistrots, les petits restos du coin, ils étaient pleins à craquer pendant toute la soirée, galettes saucisses, cidre, vin, tout le monde fêtait ensemble, c'était un grand rassemblement. Quand il y avait des fêtes ou un anniversaire dans la famille, ils se retrouvaient toujours au bistrot le vendredi soir ou après après la journée de boulot pour fêter ça. C'était un moment d'échange, de partage, de collectivité. C'est là où tout le monde vivait. C'était obligé, puisque les entreprises c'était une réunion de plusieurs personnes. Donc c'était un tout. Donc ça se vivait pas seulement à l'intérieur des locaux, mais en dehors des locaux. C'était aussi, ça a été aussi des endroits où des couples se sont formés. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup de couples se formaient dans les... Moi j'en ai vu de nombreux. Ah oui, mais je crois que c'est un peu partout ça aussi, hein. Je crois que même aujourd'hui dans les entreprises, mais à ce moment-là, il y avait beaucoup, beaucoup. Alors moi, j'en ai connu de nombreux, hein, de mariages qui se sont faits dans les entreprises. Mais je pense que c'est encore... Ça c'est peut-être à moindre coût, pas à moindre coût, à moindre... Non, mais il faut reconnaître aussi qu'il y a moins de mariages aujourd'hui qu'il y en avait hier, hein. Ça a évolué là aussi. Et justement, je voulais revenir un peu sur sur ces moments les moments qui précédaient soit le départ en week-end, c'est-à-dire le vendredi en fin d'après-midi, soit les départs en congé. Qu'est-ce qui se passait dans les entreprises? C'était la joie. C'était, ça y est, on a fait notre jour, notre semaine, on est bien content. Eh bien, on va fêter ça, on va se retrouver pour discuter d'autres choses, pour boire un petit coup, pour revivre autre chose, hein. Et puis, il y avait toujours ces fameuses galettes saucisses. Ici, à Fougères, ça. Puis, tous les cafés, il y avait souvent des cafés. D'abord, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, tous les cafés qui étaient autour de ces entreprises ont disparu. C'était la suite. C'est là où ils gagnaient leur argent. Tous les fêtes, les mariages, les départs en vacances. Mais ça durait, ça durait, hein. C'était de super soirées. Il y avait la fête, tout le monde chantait. Il y avait des destinations privilégiées en fait pour les gens de Fougères pour partir en vacances? Non, non, je pense pas. Je crois que c'est partout pareil. Tout le monde. Mais généralement, il y a des gens qui, dès le soir des vacances, partaient. Ils avaient déjà préparé leur voyage, ils savaient où ils allaient, leur point d'attache. Oui, oui, tout est. Puis ça c'est rentré dans les mœurs, les vacances, parce qu'il a fallu du temps aussi pour que les gens s'habituent à cette nouvelle vie. Parce qu'ils n'étaient pas habitués encore. Tous ceux qui ont commencé, quand il y a eu les premiers congés payés et autres, ils n'étaient pas prêts à tout ça. Alors, puis après, tout a évolué aussi. L'environnement aussi des voyages ont été mieux organisés à l'extérieur aussi. On recevait plus de monde. Là, on a sensibilisé la mer, la montagne, plein de choses. Et là aussi, on a ouvert les yeux à plein de gens qui ne sortaient pas de chez eux. Les vacances, c'est de très bonnes choses aussi. Pour finir, en fait, bon, aujourd'hui vous êtes à la retraite. Oui. Comment vous occupez votre temps? Moi maintenant, mais j'ai toujours été très actif toute ma vie. J'ai passé ma vie dans les associations diverses, hein. Là, j'ai fait partie d'un club de volleyball qui s'appelait l'Espérance. Après, je suis rentré dans la jeune chambre économique. Après, je me suis calmé, je travaillais, donc, et puis je me formais suite au licenciement. Et après, quand je suis revenu, j'ai toujours fait partie aussi d'une association qui est en Afrique, qui s'appelle Tidani, Espoir. Et je suis le responsable des parrainages. Nous parrainons 100 enfants actuellement au Burkina Faso, à Fada Ngourma. Je travaille à la Sirène à Fougères pour la mémoire de l'industrie de la chaussure, du granit, du textile et tout ça. Et aujourd'hui, je me défais un petit peu de ces fonctions, ma femme étant en retraite, pour penser à moi et penser à nous et à ma fille et à mes petits-enfants. Parce que je crois que je n'ai pas beaucoup donné. J'ai plus donné aux autres que j'ai donné à ma famille.
Donc maintenant, il tente aussi de penser un petit peu à se faire plaisir. Est-ce qu'il y a un endroit à Fougères que vous aimez particulièrement? Pas spécialement, j'aime bien Fougères dans sa totalité. Et dans sa diversité surtout, parce qu'elle est très diverse. Et même, faut pas oublier les environnements. Hein. De toute façon, partout où je vais, je suis curieux. Donc, je suis à l'affût de tout. Rien ne m'étonne. Et j'aime bien voir des choses que je ne connais pas. Comme j'ai essayé toute ma vie à apprendre, j'essaie de découvrir, pareil. Mais Fougères, c'est une super belle ville. Même si il y a eu des moments difficiles, faut garder surtout les plus beaux. Et puis, il y en existe. Tout le monde en a, des bons moments.